Je m'appelle Karine Azopardi et j'ai commencé à travailler par hasard sur le djihadisme en tant que reporter. Et le 13 novembre, j'ai été frappée personnellement par les attentats du Bataclan où j'ai perdu mon compagnon. Et je ne pouvais pas ne pas travailler à ce moment-là sur cette thématique. Et donc en sont issus les 2 livres que j'ai publiés les 2 dernières années. C'est bon? Ce dernier livre, Quand la peur gouverne tout, me conduit à moi aussi à avoir peur de vous poser des questions, en ce sens que dès lors qu'on emploie certains mots, on ne sait pas comment les utiliser parce qu'on est tout de suite catalogué dans un camp anti ou pro ceci ou cela. Ces mots comme islamisme, ces mots comme wokisme. Il est devenu extrêmement difficile d'avoir une parole libre, d'avoir une parole nuancée sur ces questions-là. C'était mon premier combat d'ailleurs, c'était d'employer le mot islamisme au procès des attentats du 13 novembre. C'est là de là que tout est issu, parce que je me suis aperçue lors du procès, j'ai assisté de A à Z, qu'au début du procès, on ne parlait pas d'islamisme. On employait des pincettes pour parler de radicalisation et d'islamisme radical, mais très très peu. Et donc je me suis dit, mais de quoi a-t-on peur ? Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que des experts viennent parler de djihadisme et d'islamisme à un procès pour attentat terroriste, dont c'est pourtant le but, c'est-à-dire de comprendre ce qui s'est passé et de comprendre l'idéologie qui a mené là, puisque le terrorisme n'est rien sans l'idéologie qui y mène. Donc je suis partie de là, et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai publié cette tribune sur l'islamisme, j'ai été cataloguée comme facho. Et donc ensuite, je me suis dit, mais est-ce que ce terme est un terme subversif? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un terme qu'on a le droit d'utiliser, qu'on n'a pas le droit d'utiliser? Pourquoi on a peur de l'utiliser? Et donc toute ma réflexion est partie de là. C'est ce qui a mené à ce livre. Et c'est vrai qu'on a peur d'employer ce terme parce que c'est un terme qui est employé et des phénomènes qui sont récupérés, si on peut dire, par la frange à l'extrême droite de l'échiquier politique, mais ce qui empêche tous les autres. Et quand on est nuancé, ce qui est mon cas, je ne suis dans aucun parti politique, je n'ai aucune carte nulle part, et j'espère que je n'en aurai jamais, on s'interdit d'utiliser ces termes parce qu'ils sont utilisés par une certaine frange de l'échiquier politique. Or, il ne faut pas s'interdire de les utiliser. C'est pas ça qui fait monter l'extrême droite, au contraire, c'est ce déni et cette absence d'utilisation et d'examen des phénomènes auxquels il renvoie. Et ces phénomènes sont très documentés et c'est ce que je montre. Vous aviez, si je puis dire, pourtant toutes les caractéristiques de la journaliste engagée dans des combats généreux, progressiste, militant, tiers-mondiste, pacifiste, un journaliste de gauche, c'est ce que vous étiez. Donc vous aviez pourtant toutes les caractéristiques pour être entendu et être écouté. Oui, mon parcours, c'est le parcours d'une pacifiste de gauche, bien évidemment. Et puis j'ai toujours été très sensible, par exemple, aux thématiques environnementales, et je le suis toujours, c'est pas pour ça que j'ai arrêté, mais ça me fait exactement penser à la même chose, mon positionnement qui est très inconfortable aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, je faisais des reportages déjà sur l'environnement, sur le réchauffement climatique. Je me souviens, j'étais allée à Genève, à l'OMM, à l'Organisation météorologique mondiale, et bon, j'avais l'impression que ça tombait un peu dans l'oreille de sourd et que personne ne s'intéressait à ces thématiques. Aujourd'hui, c'est général, tout le monde en parle. En revanche, l'islamisme, il ne faut pas en parler, exactement comme il y a 20 ans. Pour moi, c'est faire face au même déni, c'est-à-dire que tant que le phénomène ne nous éclate pas à la gueule, on ne s'en rend pas compte. Et c'est ce qui vous est arrivé personnellement. C'est aussi pour cela que vous avez eu cette, j'allais dire, prise de conscience. Oui. Que ça pouvait, si ça vous touchait vous, toucher n'importe qui et qu'il fallait s'y intéresser sans pour autant être dans un camp politique plutôt que dans un autre? Alors ça me préoccupait déjà, j'étais évidemment déjà dans la rue après Charlie pour la liberté d'expression et très touchée, extrêmement touchée par ce qui s'était passé. Mais par exemple, je me souviens pour Rosa Torah, et pour les militaires qui avaient été tués en 2012, j'avais quand même gobé ce que les services nous disaient du loup solitaire qui était Mohamed Merah à l'époque. Et puis on avait mis un petit peu pendant quelques années sous le tapis ce phénomène d'expression du djihadisme qui avait eu lieu en 2012. Or ça n'a pas commencé en 2015, la vague actuelle, elle a commencé en 2012. Maintenant on l'analyse de manière différente puisque Mohamed Merah était dans les mêmes réseaux que les frères Klein qui étaient les voix des attentats du 13 novembre. Donc tous ces réseaux sont reliés
débrouiller entre eux. Et moi, à l'époque, c'est vrai qu'entre 2012 et 2015, je ne m'intéressais pas forcément à cette thématique. J'étais comme les Français moyens, si je puis dire. Et quand on me dit que c'est un loup solitaire et que c'est quelque chose d'isolé, je le crois. Après, en 2015, j'étais dans la rue pour Charlie, comme beaucoup de Français. J'ai lu les livres d'Emmanuel Todd comme une bonne personne de gauche que j'étais. Et je ne comprenais pas, j'étais en dissonance cognitive. Ce que vous démontrez, document à l'appui, recherche poussée, menée partout, y compris dans des sources internes au mouvement islamiste mondial, vous montrez que c'est un mouvement politique qui vise à conquérir les consciences et remplacer la laïcité, remplacer la démocratie par des règles religieuses qui s'imposeraient à l'espace public. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui d'analyser, comme si le simple fait de décrire ce phénomène, vous classez dans le camp des ennemis du progressisme. À mon sens, il y a un très fort déni et c'est ce contre quoi j'essaye de me battre. Peut-être pas forcément avec les bons mots, j'en sais rien, mais j'espère qu'en tout cas les bons mots sont dans mon livre et j'aimerais qu'on le lise et qu'on le critique et qu'on me dise ce qui ne va pas, si je me trompe dans mes raisonnements, si je me trompe dans mes analyses, si factuellement ce que je dis est faux, j'aimerais qu'on me le dise, mais le déni que je dénonce est aussi à l'œuvre dans l'accueil de mon livre, c'est-à-dire qu'il y a toute une frange qui ne le lit pas, qui l'a directement classé à l'extrême droite et donc ça évite de se poser des questions et de réagir à ce que j'écris, à ce que je dis. On m'a dit aussi, est-ce que tu n'as pas peur d'être un peu complotiste ou ce genre de choses? Non, justement, j'essayais de... évidemment que ce travail est personnel, évidemment que j'ai été touchée et qu'il y a la corde sensible qui a joué dans ce travail aussi, mais j'ai essayé d'être la plus factuelle et d'être la plus journalistique et d'être digne de ma carte de presse en écrivant ce livre. Et donc j'essaye d'examiner d'où vient ce déni à utiliser le mot d'islamisme. Et je me suis demandé à un moment donné si ce wokisme dont on parlait tant était un phénomène réel lui aussi, ou alors est-ce que c'était un épouvantail, comme on cherche à nous le dire à gauche. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le wokisme à travers l'islamisme. Et je me suis aperçue de deux choses très intéressantes, c'est que d'une part, les spécialistes de l'islamisme et du djihadisme d'abord parlent tous à un moment donné de wokisme. C'est très intéressant et ce n'est pas des extrémistes et ce n'est pas des hommes politiques, hein, c'est des universitaires comme Olivier Mauss en Suisse, comme Lorenzo Vidino, un Italien universitaire aux États-Unis. Donc ces gens-là sont des gens très sérieux. Et puis dans les spécialistes, dans les universitaires et les intellectuels critiques du wokisme, alors il y en a évidemment qui se trouvent sur l'échiquier, côté droit de l'échiquier politique. C'est pas pour ça que leurs critiques sont indignes, hein, je ne dis pas ça, mais moi j'ai pris ceux qui sont de ma sensibilité, si vous voulez, et qui critiquent le wokisme de l'intérieur, c'est-à-dire des universitaires qui se disent de gauche et qui ont un esprit critique qui va encore plus au fond des choses, je trouve, parce qu'ils démontrent les mécanismes intellectuels qui sont à la base du wokisme et ils démontrent que c'est une tautologie, enfin que ces théories sont des tautologies. Donc ça me semble intéressant et eux aussi parlent d'islamisme à un moment ou à un autre et c'est ça qui est intéressant. Vous expliquez, vous démontrez, document à l'appui, que ce mouvement wokiste, ce mouvement de s'éveiller à l'oppression des minorités opprimées depuis toujours, finalement rejoint le combat djihadiste et le combat islamiste par une sorte de opprimés de tous les pays, unissez-vous, par une forme de convergence des intérêts communs. C'est-à-dire que plus on défend des minorités au nom d'une belle âme de gauche, plus on sert les intérêts d'un extrémisme djihadiste. C'est ce que vous démontrez dans ce livre. Sans le savoir et sans le vouloir, bien évidemment. Mais oui, on est passé en quelque sorte de la lutte des classes marxistes à la lutte des races aujourd'hui. Race, racialisme, racisé, tous ces termes étaient quand même enfouis dans les poubelles de l'histoire. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai grandi dans les années 80, même les années 90, on n'employait pas ces mots. Ça nous renvoie à des heures sombres, aux années 20, aux années 30. On pensait les avoir enfouis dans les poubelles de l'histoire. Or, ce sont des mots qui reviennent dans le discours commun, de gauche d'abord, et puis de la société tout entière, et qui ne sont pas questionnés. Donc moi, ça me heurte profondément, et j'ai cherché à savoir d'où ça venait. Et donc ces théories sont issues
des campus américains qui ont récupéré des penseurs français comme Derrida, comme Foucault, comme Deleuze, même Bourdieu, qui étaient en vogue, mais pas tant que ça, dans les années 70 en France, ce sont des penseurs de la déconstruction, ce qu'on appelle la French Theory. Ils ont été analysés, digérés, et je le montre parfois très mal digérés, parce qu'il faut comprendre Derrida, il faut comprendre Deleuze. Je ne prétends pas les comprendre non plus, mais ils ont été simplifiés à l'extrême. Il en est ressorti une série de théories des campus américains, et en simplifiant encore plus à l'extrême, une théorie qui favorise la binarité, c'est-à-dire que d'un côté vous avez les dominants, de l'autre vous avez les dominés, les bourreaux, les victimes, les blancs, les racisés, etc. etc. Et toute la grille d'interprétation qui sort de ces campus américains aujourd'hui et qui atteint les campus français et les universités françaises et européennes, c'est une grille d'interprétation binaire dans laquelle il faut rentrer. Finalement, avec cette grille de lecture binaire, oppresseur, opprimé, et finalement blanc, racisé, parce qu'on ne dit pas autre chose, on en revient à finalement considérer que tout mouvement religieux extrême issu d'une minorité, en l'occurrence l'islam radical, l'islam politique, doit être considéré comme un peuple opprimé au même titre que les Afro-Américains le sont depuis l'esclavage. Il faut que ça rentre dans cette grille de lecture. Et donc, les mêmes personnes et les mêmes penseurs, intellectuels ou journalistes qui vous diront surtout ne pas faire d'amalgame. L'islam, ce n'est pas ça, en parlant des attentats. Et évidemment que l'islam, ce n'est pas ça. Ils vont araser tout ce qui se passe à l'intérieur de l'islam. Et ils ne feront pas la différence entre l'islam et l'islamisme. Et c'est ça, moi, que je dénonce, c'est-à-dire qu'il faut arriver avec des lunettes assez fines à regarder la réalité en face. L'islamisme fait partie de l'islam. L'islamisme est un mouvement qui dévoie la religion à des fins politiques, mais ça n'est pas autre chose que ce qui est dans le Coran, qui est lu avec une grille de lecture du IXe siècle, et on revient 10 siècles en arrière, mais ce n'est pas autre chose que le Coran. Les musulmans, je pense, ont besoin d'être soutenus parce qu'il n'y a aucune les premiers à en souffrir de cet islamisme et de ce djihadisme, ce sont les musulmans dits modérés. Ça a été les premiers à être tués, à être éliminés. Et en France, dans nos quartiers, aux États-Unis, en Angleterre, c'est exactement la même chose. Si aujourd'hui vous êtes, par exemple, musulman, gay ou une femme dans un quartier, je vous souhaite bien du courage. C'est pas moi, personne blanche, bobo, dans mon quartier, bien au chaud, dans mon bar à tapas de l'Est parisien, comme je dis dans mon livre, qui va prendre le moindre risque en mettant une mini-jupe et en sortant à 10 h du soir, quelque part dans un de ces quartiers où il y a une version rigoriste de l'islam qui prévaut. Aujourd'hui, il est devenu impossible d'analyser ces phénomènes de façon sereine et nuancée. Si vous n'êtes ni dans un camp, ni dans l'autre, mais que vous essayez d'expliquer des choses avec votre cœur et votre honnêteté, vous allez être rejeté par les deux camps. Et donc finalement, ma voix qui est celle du milieu, alors je ne sais pas où on peut la placer, mais en tout cas, elle essaie d'être dans la nuance, dans le factuel et dans l'analyse critique, pas forcément objective mais honnête, elle est entendue par aucun des deux camps. Ça serait beaucoup plus confortable pour moi de me placer dans un camp ou dans l'autre et d'avoir mes partisans et de raconter n'importe quoi. Mais moi, je critique tout le monde dans mon livre. C'est pour ça que ça s'appelle extrême droite et extrême gauche. Je suis d'accord ni avec les uns ni avec les autres. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'être d'accord, il s'agit d'exprimer une critique qui se veut objective. Si on vous dit que le simple fait d'utiliser le mot woke, cela veut dire qu'on est dans un ennemi du progressisme. Si on utilise ce mot woke, ça veut dire, si on essaye de dire que ça existe, c'est déjà quelque chose qui n'est pas acceptable pour ces, entre guillemets, progressistes. Comment on peut faire avec ça? C'est une impasse. C'est une impasse. D'ailleurs, comme mon livre en parle et que j'ai décidé d'utiliser ce terme, je pense qu'il est, entre guillemets, invisibilisé par pas mal de gens qui se disent
Ah, elle parle encore de wokisme, on voit très bien d'où elle parle, sous-entendu, voilà, c'est une critique de droite et d'extrême droite, donc on sait déjà ce qu'elle raconte et on ne va pas l'examiner. Donc mon livre, je pense, n'est même pas lu à cause de ça. Or, je me suis posé la question, c'est par ça que je commence, est-ce que ce terme wokisme, qui est utilisé à toutes les sauces aujourd'hui, dont le Rassemblement national a créé un groupe pour examiner le wokisme à l'Assemblée nationale, est-ce que on peut l'utiliser ou pas? C'est vraiment les premières questions que je me pose. L'islamisme, on peut l'utiliser ou pas? D'où sort ce terme? Est-ce qu'il a une histoire? Et est-ce qu'il recouvre un phénomène observable, quantifiable et qu'on peut décrire? Je me suis posé exactement la même question pour le wokisme. Est-ce que c'est un mot qu'on peut utiliser? D'où vient ce mot? Par qui il est utilisé? Et est-ce qu'on peut l'utiliser parce qu'il correspond à un phénomène? Et là, je me suis rendu compte, par exemple, qu'en France, les premiers à utiliser ce terme sur un plan journalistique dans l'AFP, qui est notre source de référence à nous journalistes, ça a été en 2022, donc c'est très récent. Et donc ils le définissent très bien, hein, c'est l'oppression, la lutte contre l'oppression faite aux minorités. Et les premières critiques citées par l'AFP sont des critiques de gauche. De la même manière, les premières critiques aux États-Unis, c'est pas DeSantis, c'est pas Trump, hein, qui sont parmi les républicains et qui sont classés très à droite, c'est Barack Obama en 2019. Et tout ça, on l'a éliminé. Je pense que c'est plus simple quand il y a quelque chose qui gêne de dire « oh ben c'est la droite et l'extrême droite, donc c'est pas nous, donc il n'y a pas besoin d'en parler ». Moi, ce que j'essaye de faire, c'est une critique de gauche, même si c'est peut-être pas forcément comme ça qu'on la ressentira, j'en sais rien, mais enfin, c'est une critique qui vient de ma sensibilité. Est-ce que ça veut dire que ce qui vous frappe également, c'est ce qu'on appelle l'essentialisation, c'est-à-dire que si vous êtes afro-américain, vous pouvez traduire des livres écrits par des Noirs aux États-Unis. Si vous êtes musulman, vous pouvez parler du mouvement islamiste mondial. Et vous, qui êtes autre chose, vous n'avez même pas le droit de vous pencher sur ces questions. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer? Ça, ce sont les phénomènes qui m'ont frappé au début. Avant que je commence à travailler sur ces thématiques, la première fois que, comme tout le monde, je pense dans les débats publics, on lit des articles sur cette romancière noire qui ne peut pas être traduite par une traductrice blanche, on se dit mais il y a un truc qui marche sur la tête là, d'où ça sort? Et puis d'autres événements que j'ai pas en tête, mais qui sont de la même manière, qui m'ont mis la puce à l'oreille en me disant mais est-ce que c'est bien normal? D'où ça vient? D'où ça sort? Et c'est comme ça que j'en suis venue à travailler sur le wokisme, qui est beaucoup plus répandu aux États-Unis que chez nous en France, où il est plus récent. Mais il faut examiner ce qui se passe aux États-Unis. Et il faut examiner aussi les premiers à tirer la sonnette d'alarme aux États-Unis, qui sont des gens comme Anna Krylov, qui est une scientifique qui a fui l'ex-URSS pour être réfugiée aux États-Unis, qui est physicienne, qui a écrit un excellent texte que je vous recommande, où elle dissèque les mécanismes qui sont en l'œuvre de changement de vocabulaire dans son université, et où elle dit « ça me rappelle l'ex-Union soviétique ». It rings a bell, ça doit évoquer quelque chose pour tous ceux qui ont connu le totalitarisme. C'est aussi Nathan Sharansky, qui est un refusnik. Refusnik, ça veut dire qu'il a fui l'Union soviétique, il a fait 9 ans de goulag. Et c'est lui qui alerte sur le wokisme aux États-Unis. C'est pas juste Trump ou DeSantis. Je pense qu'on dit, voilà, c'est Trump, c'est DeSantis, c'est Le Pen, comme ça nous évite de réfléchir et ça nous évite de penser contre nous-mêmes et de se dire peut-être qu'il y a un truc qui cloche dans mon raisonnement. C'est beaucoup plus confortable de rester, surtout quand l'ensemble, je pense, de son entourage pense de cette manière-là, parce que c'est plus confortable d'être conformiste quelque part que de se dire il y a quand même un truc qui cloche, d'où ça sort. J'aimerais que vous puissiez revenir, pour bien comprendre, sur ce lien que vous faites, qui est une forme de démonstration documentée, entre la pensée woke, appelons-la comme ça, et la progression de l'islamisme et de l'islam politique. Comment ça s'est joué, ces mécanismes? D'une part, il y a la pensée woke d'un côté qui, par ce mécanisme de binarité, de simplification extrême de la grille de lecture du monde social en Occident, met les islamistes dans la case des victimes
de la même manière que tous les musulmans et ne fait pas la différence et essentialise les musulmans et les islamistes. Et quand on parle d'islamistes, on est d'extrême droite, c'est bien connu. Et puis de l'autre côté, il y a des courants islamistes qui sont divers et variés, hein, il ne faut pas essentialiser non plus, mais qui correspondent à des réalités. Il y a 4 courants, mais je ne vais pas vous faire un cours. Il y a des jeunes générations d'islamistes qui sont nés dans les pays occidentaux, qui ont grandi en étudiant dans les facultés américaines. Par exemple, les premiers frères musulmans réfugiés en Europe étudiaient plutôt dans les académies de sciences dures. C'est ce que montre un chercheur comme Lorenzo Vitino. Les nouvelles générations ont plus tendance à étudier dans les universités de sciences sociales. Or, le wokisme et toutes les théories d'interprétation du monde social sont évidemment plus répandues dans les universités de sciences sociales, quoiqu'elles atteignent aussi les sciences dures aujourd'hui aux États-Unis et bientôt en France. Et donc, ils ont bien compris tout l'intérêt qu'il y avait à se fondre dans ces mécanismes. Mais eux, c'est pour les utiliser, c'est en toute conscience. Alors peut-être qu'ils y croient un petit peu quand même, mais c'est du pain béni pour les islamistes. Ces catégorisations et se faire passer pour des victimes, pour mieux avancer leur échiquier. Donc il y a des inversions de réalité qui sont formidables. C'est-à-dire que, pour résumer, dès lors qu'on critique l'islam radical ou l'islam politique, ça veut dire qu'on est contre la religion, contre l'islam en tant que religion dans la sphère privée. On est islamophobe, ouais. Donc c'est interdit, c'est mal. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et ça explique cette espèce de radicalité dans les deux camps, dans ce qui se passe en Israël, entre soit être absolu défenseur de la riposte israélienne, soit absolu défenseur de la cause palestinienne et ne plus pouvoir se positionner autrement. Choisis ton camp, camarade, tu seras soit contre Israël, soit pour Israël de manière absolue, sans pouvoir absolument plus du tout mener la moindre critique dans les deux camps. Ça, pour le coup, c'est radicalement pas nuancé du tout. Ça, c'est sûr. Ce qui se passe depuis le 7 octobre montre une polarisation extrême de tous les camps. Avoir une expression nuancée sur ce qui se passe à l'heure actuelle, déjà je m'en garderai bien puisque je ne suis pas une spécialiste, je peux uniquement réagir avec ma sensibilité et avec les recherches qui ont été les miennes, pour vous dire que je n'ai pas été surprise du tout, ni des manifestations, ni de cette poussée d'antisémitisme, puisqu'elle était déjà en germe et que ça fait 20 ans qu'il y a des poussées d'antisémitisme en Occident, chaque fois qu'il y a un événement au Moyen-Orient, parce que la Palestine est vue comme une métonymie du malheur musulman, et donc dans l'imaginaire des djihadistes et également des woke, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, la Palestine résume tout le malheur musulman et donc doit être placée dans la case des dominés. Et il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que Israël étant le fait d'une population dite blanche, sera dans la case des dominants et dans la case du dernier État colonial. Donc c'est à travers ce prisme-là qu'ils interprètent le conflit israélo-palestinien, qui est quand même un tout petit peu plus compliqué à expliquer que ça en 2 secondes. Et sur l'antisémitisme, je reviens une seconde. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec cette vision du monde binaire, quand vous avez des formations diversité, équité, inclusion, comme à Stanford, à l'université Stanford, où il y a 2 professeurs qui sont en conflit judiciaire avec leur direction, parce qu'on leur a demandé, dans une de ces formations, alors ce sont 2 professeurs juifs, de se mettre dans le groupe des Blancs. Là, ils ont commencé à tiquer en disant « mais nous, on est juifs, se mettre dans le groupe des Blancs, ça nous gêne un petit peu, on trouve que cette interprétation est quand même un peu simpliste. » Et bon, il y a eu des problèmes de racisme, des événements racistes et antisémites sur le campus de Stanford, des croix gammées dessinées dans la chapelle et sur la porte d'étudiants juifs, le mot en haine prononcé, etc., etc. Lors des formations, les questions de racisme ont été examinées à juste titre, et lorsque ces professeurs ont demandé à ce qu'on examine aussi la question de l'antisémitisme, on leur a répondu une chose qui est emblématique, c'est non, on ne voit pas de quoi vous parlez, puisque vous n'avez qu'à vous cacher derrière votre privilège blanc. Et donc l'antisémitisme tombe de fait dans l'angle mort du wokisme, parce que les juifs seront vus comme des blancs, voire des hyper blancs. Et donc, on passe de la déconstruction du privilège blanc dans le wokisme à la déconstruction très facilement du privilège juif. Ça nous rappelle quand même quelques
quelque chose de notre passé douloureux, et ça devrait nous interpeller. Quand Whoopi Goldberg, par exemple, dit que la Shoah était un crime de blanc sur des blancs et que donc c'est bon, passé, il n'y a rien à voir, c'est qu'elle baigne dans ce milieu woke et qu'elle baigne dans cette idéologie et que ça révèle quelque chose. Et donc le conflit israélo-palestinien n'échappe pas à cette grille de lecture, c'est-à-dire que les Israéliens, c'est tous des Blancs, alors que quand même 30% de la population israélienne, c'est des Arabes israéliens. Et donc ils sont tous à placer dans la case des Blancs colons, et c'est le dernier État sur Terre à décoloniser. Donc Israël est forcément à combattre. Est-ce que c'est facile quand on est journaliste à l'intérieur d'une rédaction de service public de s'intéresser à ces questions-là pour en faire un livre? Coupé. Ok, c'est une bonne réponse. Joker, ouais.